Alors, je vous avais promis, la dernière fois, une solution au problème du chômage. Donc, chose promise, hein, chose due. Alors, qu'est-ce que je veux dire plus précisément par là? Eh bien, ce que tout le monde entend hein, par là, à savoir que si à un moment donné, quelqu'un a besoin d'argent pour se nourrir ou autre chose, il obtiendra sans problème ce qu'il désire en devant faire éventuellement un travail pour cela, normal. Mais travail qu'il n'aura même pas à chercher en fait. Hein, vous voyez, donc il n'y aura plus de problème donc du chômage, ce sera réglé. Quoi. Vous voyez un petit peu le gain que cela représentera donc en termes de sécurité, quoi, de liberté. Et évidemment, du coup, les besoins fondamentaux seront évidemment garantis dans ce système-là. Mais aussi, ce que je vous propose, hein, cerise sur le gâteau, c'est, hein, comme si vous vous rappelez, l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que eh bien, ce travail n'impliquera en aucune façon de se soumettre à quelqu'un. On pourrait dire aussi que chacun pourra intervenir dans toutes les prises de décision et pas seulement hein, à titre consultatif. Hein, je veux dire. Donc on pourra parler de démocratie. Un travail qui d'ailleurs également correspondra autant que possible à vos goûts et bien sûr à vos valeurs. En somme, il n'y aura plus, on peut dire comme ça, que des travailleurs indépendants. Tandis qu'actuellement, dans la Matrix, ce qu'on appelle d'ailleurs des travailleurs indépendants, ce sont des gens qui doivent se soumettre aux éventuels caprices de clients. Voyez, ils ne sont donc pas indépendants. Hein. Là, tout le monde le sera vraiment. Bref. Alors, quelques mots tout d'abord à propos des quelques rares propositions que je connaisse dans ce sens, pour bien comprendre pourquoi il me semble souhaitable de proposer autre chose, hein, comme je l'avais dit, que ça allait être quelque chose d'inédit. Alors tout d'abord, le plus simple, hein, certains proposent d'abolir l'obligation de travail. Bon, moi je veux bien, évidemment, mais vous voyez le problème si on fait ça. Hein, rapidement, les magasins risquent d'être vides, hein, parce qu'évidemment, la production repose sur du travail. Et rien ne garantit que suffisamment de gens vont spontanément, comme ça, vous voyez, s'adonner aux tâches nécessaires, hein, ne serait-ce que pour nourrir tout le monde. Alors certains argumentent pour ça que les machines vont nous dispenser de travailler alors, dans un futur lointain, mais je veux bien, hein, mais alors vraiment lointain, là, parce que quiconque a travaillé avec des machines aujourd'hui, c'est quand même à quel point ça ne fonctionne pas toujours tout seul quand même. Hein. Des fois, il faut quand même les surveiller un petit peu, les entretenir, bon. D'autres argumentent que l'homme ne pouvant rester sans rien faire, eh bien suffisamment de personnes vont se désennuyer en accomplissant les tâches nécessaires, hein, éplucher les patates, désengorger les égouts. Ouais, il me semble qu'il y a quand même plein de façons de se désennuyer beaucoup plus efficaces malheureusement, hein, comme regarder des films, jouer, je sais pas quoi, aux boules, enfin se promener. Alors quant à parier sur un certain niveau d'altruisme de l'homme, moi je veux bien évidemment qu'il y ait de l'altruisme chez l'homme, mais je doute qu'il soit suffisant là, hein, parce que si les gens veulent bien travailler à une distribution équitable des ressources, rares sont ceux quand même prêts à se sacrifier pour des profiteurs. Or, sans un minimum d'organisation, ça risque d'être toujours les mêmes, vous voyez, qui vont se dévouer, lesquels, au bout d'un moment, en auront peut-être un petit peu marre d'être toujours les mêmes. Hein. En fait, le malheur ici est que pour un altruisme suffisant, il faudrait qu'il y ait une véritable garantie d'une certaine sécurité matérielle, que ces propositions optimistes n'apportent pas, puisque les gens n'étant pas complètement idiots, ils vont évidemment se percevoir du risque de famine généralisé que ces systèmes donc, font courir, et donc vous voyez, essayer d'assurer leurs arrières, quoi, donc d'avoir des comportements plutôt égoïstes en fait. Bon. Alors une de ces idées est ce qu'on appelle le distributisme, on distribue une somme d'argent égale à chacun correspondant à une fraction donc, équitable de la valeur de la production totale. Sauf que si personne n'a rien fait, puisque s'il n'y a pas d'obligation de travail, hein, eh bien les gens n'auront pas d'argent, du coup, effectivement, ce qui ne leur permettra pas d'acheter ce qui d'ailleurs n'existe pas, certes, hein, sur le plan comptable, c'est satisfaisant. Bien. Alors, notons bien d'ailleurs qu'ajouter à ça une obligation de travailler, comme le font certains distributistes un peu plus réalistes, ne suffit pas, puisque ce qu'il faut, c'est pas juste que tout le monde ait une activité utile, c'est une organisation précise du travail qui est nécessaire pour que, ne serait-ce que soit produit le nécessaire à la satisfaction des besoins fondamentaux. Également, un même salaire pour tout le monde, quels que soient donc ses désirs de consommation, ça ne me semble pas être forcément la meilleure solution en termes de justice sociale et de liberté. Alors une autre idée en vogue d'ailleurs ces temps-ci est celle du revenu de base, ce qu'on appelle. Hein. Alors l'idée c'est très simple, hein, on distribue à chacun une somme d'argent correspondant
précisément, pas plus, hein, au nécessaire à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Et ceux qui veulent plus, eh bien, doivent se vendre comme esclaves, comme aujourd'hui donc. Et en tant qu'esclaves, c'est pour ça qu'effectivement c'est bien pensé, eh bien, ces insatisfaits devront alors non seulement produire globalement bien sûr ce qui correspond à leur consommation supplémentaire, mais aussi le nécessaire à la satisfaction des besoins fondamentaux de tout le monde. Du coup, vous voyez que s'ils sont peu nombreux, hein, s'ils ne consomment qu'une petite fraction de la population totale, eh bien, le travail qui va leur être demandé va rapidement être carrément dissuasif. Au point que beaucoup vont du coup se contenter du strict nécessaire, qui d'ailleurs n'existera pas si personne ne travaille. Hein, c'est le problème. Et puis alors surtout le problème c'est que l'homme doté d'une certaine sagesse n'a pas de besoin matériel au-delà du nécessaire en fait. Et vous voyez qu'on a donc là un système dont la viabilité repose sur le fait que beaucoup de gens manqueraient de sagesse. Ce qui est un peu gênant je trouve, hein, à la limite pervers quoi. D'autant plus aussi qu'on n'élimine pas non plus avec cette proposition les problèmes liés à la cupidité et tout ce qu'elle entraîne, puisque vous voyez, il y aura toujours la possibilité de gagner autant d'argent qu'on veut. Les problèmes qu'elle entraîne, la cupidité, je rappelle, hein, c'est quand même une certaine violence, la criminalité, beaucoup de conflits, les destructions environnementales, donc c'est quand même pas négligeable. C'est pourquoi je vais effectivement donc proposer autre chose qui, comme je l'ai dit, garantirait réellement la satisfaction des besoins fondamentaux, abolirait donc au passage l'esclavage et effectivement aussi n'entretiendrait pas l'égoïsme et donc les conflits. Alors allons-y, pour abolir l'esclavage déjà, demandons-nous ce que serait d'abord un rapport économique qui ne soit pas de type maître-esclave, parce qu'actuellement il n'y a que de ça pratiquement. C'est très simple, on décide ensemble de ce qu'on fait. Et pourquoi pas à la limite faire une réunion de planète où l'on déciderait de ce que l'on va produire dans l'année, vous voyez, de comment on va se répartir le travail, la consommation. Bon, c'est vrai que ça pose quand même quelques petits problèmes techniques. Hein. Et le premier, c'est que c'est pas toujours évident de se mettre d'accord. Puisque c'est ça, bien sûr, qui apporterait vraiment plus de liberté, que tout le monde soit d'accord. Aussi, ça fait beaucoup de décisions à prendre assez complexes sur le plan économique, hein, vous vous rendez compte. Donc, beaucoup de travail, de délibération, enfin de prise de décision pour chacun. Si tout le monde participe à toutes les décisions, autant dire que ça n'est même pas possible en pratique. Personne n'aurait temps de rien faire d'autre, quoi. Et même si on abrège les débats donc par des votes, les décisions prises seront d'abord imposées à des gens qui ne les approuvent pas forcément, déjà, bon. Mais surtout, comme là on parle de décisions économiques, elles risquent d'être de mauvaise qualité, du coup. Ce qui implique un risque de gaspillage et surtout de pénurie, quand même. Donc famine. D'où l'idée que certains ont eue de confier ce travail à un petit groupe. Alors évidemment, dans ce cas, les autres ne pourront pas contester les décisions de ce groupe, sinon on n'en finirait pas, retour à la case départ. Et pour faire appliquer ces décisions, une hiérarchie pyramidale devra être fatalement mise en place. Sauf que là, vous voyez qu'il y a un léger problème du coup, c'est qu'on a réintroduit une relation maître-esclave, hein, dans les faits, ce qui est quand même pourtant ce qu'on voulait éviter quand même à la base. Alors que c'est pas ce qu'on va faire, bien sûr. Cela dit, avec la Matrix, c'est pas grave, hein, on pourra toujours dire que ce sont ce petit groupe donc de décideurs les représentants du peuple, vous voyez, que donc le peuple décide à travers ses représentants. Et donc on est en démocratie, ce qui veut dire le peuple au pouvoir. Avec les mots, tout est possible, effectivement. Mais bon, comme nous, on est censé explorer la réalité, bien sûr, ça ne va pas aller. Alors, ceci est également d'ailleurs une solution vraiment dangereuse. Parce que là, ce petit groupe concentrerait tous les pouvoirs, donc y compris économiques, pas seulement politiques. Et cela pose deux problèmes. Alors tout d'abord, un pouvoir très important suscite un attachement fort, qui devient souvent tyrannique, le tyran n'hésitant pas à tuer, à punir arbitrairement, à interdire toute critique. Petit problème quand même pour la liberté. Mais aussi, à cause du faible nombre de têtes pensantes, devant décider au sommet donc, de la pyramide, vous voyez que les décisions économiques, dont on a vu la complexité, justement, ne seront pas très bonnes, d'où des problèmes, justement, de pénurie, par exemple. Et ce genre d'expérience a d'ailleurs déjà été fait, hein, ceux qui ont quelques notions d'histoire du XXe siècle en particulier, c'est ce que j'appellerais donc le socialisme pyramidal. Donc, je le signale justement pour bien rappeler que c'est à éviter et que c'est bien sûr pas ce qu'on va faire. Bon. Alors pour améliorer une première idée, la qualité des décisions, et éviter d'ailleurs en même temps, donc ce serait pas mal, le risque de dérive tyrannique, eh bien on pourrait mettre en place, alors je simplifie un peu, mais vous voyez, une commission différente pour chaque décision, une sorte de jury tiré au sort de préférence, pour plus de neutralité au moins, avec une sélection de compétences nécessaires, bien sûr, hein, ça n'empêche pas. Reste qu'il y aurait toujours
fondamentalement, c'est vrai, une relation de type maître-esclave, si les décisions ne peuvent pas être contestées. Le problème, pour que les décisions puissent être contestées, est qu'il faut une référence commune sur la base de laquelle elles puissent être évaluées, discutées, sans quoi ce ne sera jamais que le choix des uns contre celui des autres. Une référence suffisamment, bien sûr, précise et universelle pour s'adapter à tous les cas. Reste aussi d'ailleurs le problème de la difficulté à se mettre d'accord au sein de chaque commission, qui pourrait conduire à des votes, donc là encore à des décisions moins bonnes. Bien, pour résoudre ces deux derniers problèmes, interrogeons-nous sur ce qui peut faire que des gens parviennent à se mettre d'accord. Bien, pour cela, une première chose qui me semble nécessaire est un objectif commun. Je vois mal comment des gens, ne partageant pas un objectif commun, peuvent se mettre d'accord, je veux dire vraiment d'accord, pas sur des compromis, sur une question du moins en rapport avec cet objectif, bien sûr. D'où la question, peut-on trouver un objectif commun ou une série d'objectifs communs qui permettrait de trancher pour toutes les décisions économiques? Eh bien, je vais vous démontrer que oui, en vous proposant, je vais faire mieux, vous démontrer, je vais vous proposer une suite de 4 objectifs permettant cela, qu'on pourrait même résumer en un seul objectif d'ailleurs. Premièrement, veiller à satisfaire les besoins fondamentaux de tout le monde. Voilà un objectif commun, vous voyez, par nature, contrairement à si je dirais veiller à assurer à telle minorité la domination sur toutes les autres. Là, je pense qu'il y aura plus de contestation, vous voyez. Bon. Deuxième objectif que je propose aussi, veiller à la préservation des ressources naturelles. En fait, si on y réfléchit un peu, c'est pour assurer garantir les besoins fondamentaux des générations futures, mais autant que ce soit dit, vous voyez, merci pour elles, quoi. Bon. Alors c'est vrai que si on se contente seulement de ces deux objectifs, ça risque d'être un petit peu tristouné comme société, vous voyez. D'où le troisième point que je propose, satisfaire aussi les désirs, à la condition, parce que c'est vrai que les désirs, il n'y a pas de limite, que leur coût, via typiquement le travail de production qu'ils induisent, eh bien, soit inférieur au gain qui correspond à la consommation généralement. Bien sûr, je rappelle, en veillant à la préservation des ressources, tout ça, les autres objectifs, ils sont toujours valables, bien sûr. Et je terminerai aussi par un quatrième et dernier objectif que je propose dans ma petite série, là, dont tout le monde comprendra l'intérêt, je pense, veiller à une répartition équitable des peines et des bénéfices, du travail et de la consommation, quoi. Et en effet, vous voyez qu'on peut résumer, comme je vous l'avais promis, cette série de 4 objectifs en un seul, maximiser le bien-être de chacun en commençant par les bien-être les plus faibles. Objectif que l'on peut appeler l'utilitarisme solidaire. Alors une petite question technique là se pose, quelqu'un se la pose peut-être déjà, à cause des deux derniers points. Comment évaluer ces bien-être, ces niveaux de satisfaction individuelle, oui, ces peines et ces gains là? Parce que c'est assez subjectif quand même tout ça. Surtout ici qu'il va s'agir de les comparer pour des personnes différentes. Donc là il y a une petite difficulté technique. Alors pour ça il faut bien comprendre, je vais te donner ma solution que je propose, qu'il ne s'agit pas ici d'évaluer tout ça parfaitement, mais d'avoir quelque chose de raisonnablement satisfaisant. Et ce sera le cas si chacun évalue ses propres niveaux de satisfaction pour les différentes activités qu'il est susceptible d'avoir, en se basant sur son expérience passée, sur les désirs qu'il ressent. Et bien sûr, chacun pourra à tout moment corriger ses propres évaluations, bien sûr, sur lesquelles donc on se baserait pour établir la répartition des activités de consommation et de production. Vous voyez que cela permettrait d'atteindre un niveau d'équité, et j'ajouterais aussi de bien-être moyen, considérablement supérieur à tout ce que l'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà pas mal quand même. Voilà, faut pas être perfectionniste. Reste aussi, quant au trigger, un objectif commun, c'est pas suffisant, vous allez me dire, parce que des gens peuvent être d'accord sur un objectif, mais pas sur les moyens de l'atteindre. Alors on fait quoi? Et bien là encore, je vais vous proposer une solution, vous allez voir, c'est-à-dire un moyen de se mettre d'accord sur les moyens. Ça existe, c'est ce que j'appellerais la démarche rationnelle, tout simplement. Qui est quoi? C'est un ensemble de principes assez simples, se baser sur l'observation plutôt que sur l'imagination. Vous doutez bien que ça a plus de chances de permettre de se mettre d'accord. Être suffisamment précis dans ses raisonnements, ce qu'on appelle la logique. Bon. Recourir aussi à des théories explicatives éprouvées pour faire des prédictions, donc, dans la science, quoi. Bon. Et là où cette démarche a été appliquée, dans les domaines des sciences et techniques, eh bien, ça a quand même donné lieu à des réussites assez remarquables, quand même. Et puis surtout, ça a permis
moyennant un certain temps, bien sûr, hein, pour se mettre d'accord, eh bien, de parvenir à une vérité commune pour tous les gens appliquant cette méthode. Chose qu'on n'avait jamais vue avant, quoi. Vous voyez, dans le domaine religieux, il y a toujours plusieurs religions, ils sont toujours pas d'accord, hein, bon. Et grâce à cet objectif, donc le plus grand bien-être équitable de tous et cette méthode, la démarche rationnelle, eh bien vous voyez que non seulement les commissions vont pouvoir parvenir rapidement à des solutions satisfaisantes pour tout le monde, sans avoir besoin de voter donc, en tout cas il y a moins de risques, mais aussi, surtout je dirais qu'on dispose d'une référence sur la base de laquelle chaque citoyen pourra contrôler et le cas échéant contester les décisions prises. Et que donc ainsi, il n'y aura plus fondamentalement de rapport maître-esclave, plus besoin de pouvoir discrétionnaire. Le travail de décision devenant une tâche purement technique, une fonction comme une autre, dont il ne sera plus possible de profiter, vous voyez, vu ce fonctionnement avec tout le contrôle qu'il y a, eh bien, ces fonctions ne susciteront plus une convoitise et un attachement aussi fort qu'aujourd'hui avec ce qu'on appelle le pouvoir, hein. D'autant plus que ces fonctions vont présenter un risque, hein, parce qu'un mauvais travail de la part donc, des jurés pourrait être sanctionné. Bon. On peut même imaginer d'ailleurs que les délibérations soient publiques, retransmises par Internet, et que chaque citoyen puisse intervenir en direct s'il le souhaite. Dans ce cas, c'est vrai que bon, du fait du grand nombre de personnes susceptibles d'intervenir, il faudra sans doute mettre en place un système de modération, si vous voulez, pour que ça ne retarde pas trop les travaux des commissions, c'est-à-dire que des gens auraient pour tâche de filtrer les interventions extérieures, ne retransmettant à la commission que celles qui sont suffisamment, qui n'ont pas déjà été faites, tout bêtement, vous voyez, qui sont rationnellement argumentées, bien sûr, sur la base de l'objectif commun, puisque c'est ça l'idée. Certains pourraient craindre ici, du coup, alors effectivement, un risque d'abus de la part des modérateurs, mais pas de problème, hein. On fera en sorte que tout soit transparent, là encore, y compris l'ensemble des interventions, donc extérieures, et des réponses des modérateurs. Du coup, il y aurait un recours possible, vous voyez, contre un éventuel abus d'un modérateur. Pas de problème. Également, le processus de décision, en tout cas pour le cas économique, pourra être formalisé au moyen d'un algorithme prenant en compte donc les goûts personnels des gens, comme on l'a vu, mais aussi bien sûr leurs compétences, les ressources disponibles, enfin un tas de choses. Et qu'ainsi on pourrait calculer, vous voyez, en recourant à l'informatique, donc cette distribution idéale, enfin satisfaisante, dirais-je. Ce qui évidemment ferait gagner un temps précieux hein, pour les prises de décision, c'est clair. Alors là encore, parce que certains peuvent s'affoler, quoi, l'informatique, tout ça, pas de problème, on a tout fait les moyens pour que ce soit aisément contrôlable par suffisamment de gens. Il y a des millions de gens qui ont des compétences basiques de programmation, d'informatique, pour vérifier effectivement s'il n'y a pas des bugs, s'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait piraté tout ça, bon voilà. Vous voyez qu'on a donc là un système donc, politique au sens large, qui inclut l'économie, où la référence, ce qui fait autorité, n'est pas l'avis de personnes particulières, des chefs ou une majorité, mais une éthique en quelque sorte universelle, juste, humaniste, l'utilitarisme solidaire, d'où l'idée d'ailleurs d'appeler ça, parce qu'on peut bien donner un nom, hein, lucratie. Vous pouvez aussi surtout constater qu'on a là un système parfaitement réaliste. C'est une économie donc parfaitement viable, puisqu'il s'agit juste en fait de s'organiser selon d'autres règles, pas besoin donc d'attendre un hypothétique changement préalable de l'âme humaine pour appliquer tout ça. Chacun ayant au moins une motivation forte pour travailler, puisque le travail qui lui sera donc attribué ainsi sera obligatoire. Je veux dire donc qu'on pourra mettre en place des sanctions pour ça. Bon, alors sans doute pas la peine de mort, quand même, on ne va pas être aussi barbare que les tenants du système actuel, hein, puisque je rappelle qu'actuellement, c'est la peine de mort avec supplice, s'il vous plaît, par privation de nourriture, donc pour quiconque refuse d'être esclave en plus. Hein. Sanctions qui de plus n'auront pas besoin d'être très sévères, très lourdes, hein, puisque les enjeux seront évidemment bien moins considérables qu'aujourd'hui, où il est question, souvent, il y a la tentation de gagner de fortes sommes d'argent, hein, puisqu'il n'y aura plus d'argent. Notez bien que aussi l'existence de sanctions n'implique pas forcément l'existence d'une hiérarchie, du moins au sens de pouvoir discrétionnaire, hein, de rapport maître-esclave. Puisque dans une lucratie, il n'y a que des pouvoirs, on l'a vu, discrétionnaires, des fonctions dont il n'est pas possible d'abuser, grâce en particulier à un maximum de transparence. Donc, pas de rapport, je confirme, de type maître-esclave. Hein. Alors qu'actuellement, je rappelle qu'ils sont omniprésents, hein, les rapports maître-esclave.
Alors, bon, cela dit, du coup, c'est vrai qu'on peut quand même légitimement s'interroger sur ce qu'il en est de la liberté donc dans ce nouveau système. Et pour bien comprendre ce qu'il en est donc de la liberté dans ce système, parce que on a vu que c'était là la liberté, un concept assez délicat qui faisait partie des plus manipulatoires de la Matrix. Hein. Donc je rappelle, pour ceux qu'on va peut-être oublier, que la notion de liberté au sens d'être libre ou pas est illusoire, que l'on est plus ou moins libre, et que donc l'idée ici est qu'on le soit le plus possible. Bon. Or, notre liberté dépend de la nature déjà des choses qu'on nous impose. On est d'autant moins libre qu'on nous impose de faire quelque chose qui nous déplaît fortement. Il y a un exemple intéressant, une sorte d'expérience philosophique là, à faire, c'est de considérer le cas d'une personne qui vous obligerait à faire précisément ce que vous avez envie de faire. C'est le cas d'ailleurs du Petit Prince sur l'astéroïde du roi. Là. Vous voyez que dans les faits, dans ce cas-là, vous êtes tout à fait libre, et que c'est seulement au niveau des mots de la Matrix en fait que vous ne l'êtes pas. Donc voilà, il faut aussi se méfier de la Matrix dans ce sens-là aussi. Et alors, qu'est-ce qui déplaît aux gens typiquement, ça va être de faire un travail long et pénible. Or là, par construction, il sera le moins long et le moins pénible possible dans ce système. À titre de comparaison, considérons le cas de ce qu'on pourrait appeler l'absence d'économie, c'est-à-dire que chaque personne ou foyer dispose d'un petit territoire avec un peu d'outillage, grâce auquel il peut produire tout ce qu'il consomme. C'est ce qu'on appelle en français l'autarcie individuelle ou familiale. Et vous voyez que là, le travail imposé dans les faits est considérable et pour un niveau de vie plutôt modeste. Imaginez que vous deviez fabriquer votre téléphone portable. Donc du point de vue de la liberté, on est loin d'être dans un cas idéal. Ce qui fait illusion ici étant que ce travail effectivement n'est pas imposé directement par la société, mais par la nature. Hein. Dieu, si vous préférez, à cause, vous savez, de l'histoire de la grand-mère qui a mis un peu trop les pommes. Hein. Et en fait, il y a un biais de perception qui nous fait être plus particulièrement sensibles aux obligations émanant d'autrui, de la société, que de la nature. Pourtant, dans les faits, c'est pareil. Bon. De plus, dans ce système, chacun est soumis à une insécurité alimentaire non négligeable à cause déjà, des aléas climatiques, vous voyez, puisque en toute rigueur, il ne serait bien sûr pas possible d'échanger avec l'autre bout du monde. Notons aussi en passant que vu la quantité de travail, il ne va pas rester beaucoup de temps à nos Robinson pour voyager, socialiser. Et donc, de fait, ces gens-là, chacun va se couper un petit peu du monde. Et notez bien que ce n'est pas le mot autarcie qui coupe du monde, c'est la réalité qu'il recouvre. Il ne suffit donc pas de changer le mot en parlant, par exemple, d'autonomie, vous voyez, ce qui n'a d'ailleurs rien à voir, puisque l'autonomie, c'est le fait d'avoir ses propres règles, pas de manger ses propres légumes. Nous retrouvons là encore l'importance de sortir réellement donc de la Matrix. Tandis qu'à l'inverse, vous voyez, si un grand nombre de personnes coopèrent, le travail en durée et en pénibilité peut être considérablement réduit. C'est ainsi que la société libère, si elle s'organise intelligemment pour ça, bien sûr. Réduit à cause de la spécialisation, des économies d'échelle, mais aussi de la diversité des goûts, l'idée étant d'attribuer un travail de préférence à ceux qui le préfèrent. Et c'est donc bien ce que nous proposons donc ici pour accroître la liberté individuelle réelle. Notons d'ailleurs que le système actuel apporte également ce bénéfice, mais pas autant. C'est-à-dire qu'avec ce nouveau système, il serait encore bien plus important grâce à une réduction considérable du gaspillage et de plein d'activités inutiles en fait. Alors cela dit, les gens n'aspirent pas seulement à travailler moins, on n'est pas que des feignants. Ils aspirent également à la justice, ils sont doués de compassion, ainsi volontiers ils acceptent de travailler pour soulager la souffrance de quelqu'un qui est en grande difficulté, et ils préfèrent ça qu'accroître, à choisir le niveau de plaisir de quelqu'un qui va déjà très bien, surtout s'ils savent qu'il y a ailleurs des gens qui souffrent. Bon. Il est donc plus libéral d'imposer, voyez, à quelqu'un de travailler à une juste répartition des ressources, ce qui revient à s'occuper en priorité des plus mal lotis, c'est pareil. Or, qu'est-ce qui se passe dans la société actuelle? Eh bien, l'essentiel du travail se fait au profit des gens qui dépensent le plus, par construction, qui sont les plus riches, dont les besoins fondamentaux ont été pourvus depuis longtemps. Il se fait donc pour la satisfaction de désirs accessoires, souvent d'ailleurs artificiellement
entretenus, voire créés, alors qu'à côté, nous avons vu l'ampleur de la misère qui existe. 1 milliard, je rappelle, de gens qui ne mangent pas à leur faim. Bref, clairement, de ce point de vue-là également, auquel on ne pense pas forcément, eh bien, la nouvelle société serait plus libérale que l'actuelle. Notons aussi que ce n'est pas parce qu'une chose est obligatoire qu'on est obligé de la faire par obligation. Je vous laisse méditer peut-être un peu là-dessus. Il suffira donc d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, pour qu'ils agissent en conscience et non pas par obligation. Alors pourquoi, me direz-vous, une obligation est-elle nécessaire finalement? Bien, tout simplement parce que la plupart des gens sont pour la justice, mais pas pour l'auto-sacrifice. Or, sur un grand nombre de personnes, il y aura toujours des gens qui seront tentés de s'avantager aux dépens de l'intérêt général, que ce soit par fainéantise, vous voyez, tout simplement, bon, manque de compassion. Et si on laisse faire ça, eh bien, au bout d'un moment, bien, l'équité n'étant plus au rendez-vous, la motivation des autres risque de se réduire. D'où un cercle vicieux, vous voyez. D'où la nécessité donc, de cette légère, on l'a vu, obligation. On peut dire aussi d'ailleurs que celui qui ne respecterait pas la répartition donc ainsi calculée, eh bien, s'avantagerait au détriment d'autrui, puisque cette répartition correspond à un optimum d'équité. Il s'agit donc bien ici de limiter la liberté là où commence précisément celle d'autrui, ce qui correspond bien à la définition de la liberté selon la Déclaration des droits de l'homme, article 4. Bref, on peut parler d'une société de liberté, ou pour être plus rigoureux, d'une société où la liberté serait la plus grande possible. Voilà. Et j'ajouterai aussi, à tout hasard, que il n'est pas question, en tout cas pour moi, d'imposer cette société à quiconque. Ceux qui voudront vivre autre chose pourra toujours leur laisser de l'espace pour ça. Il n'y a pas trop de soucis à se faire, parce que je pense que la plupart des gens préféreront d'eux-mêmes cette société, évidemment, au vu des avantages qu'elle présente. Bien. On pourra d'ailleurs parallèlement parler d'ailleurs d'égalité, dans le sens d'équité du moins, puisque par construction, les peines et les gains seront équitablement répartis. On a vu alors, tandis qu'à l'inverse, je rappelle, dans le système économique actuel, c'est le contraire. Ce système aggrave les inégalités, puisque plus vous êtes riche, plus vous avez les moyens de vous enrichir, comme tout le monde cherche à être le plus riche possible. Vous voyez le résultat, et le résultat, on le constate, les inégalités sont absolument énormes en effet. Alors, liberté, égalité, vous voyez peut-être un peu où je veux en venir, qu'en est-il donc de la fraternité? Eh bien, la fraternité, dans son sens le plus fort, correspond au fait de travailler à un but commun. Ça tombe bien, puisque c'est très exactement ce que l'on ferait dans le système que je propose, tandis qu'actuellement, les buts individuels s'opposent au contraire. Dans une négociation sur un prix, chacun défend un intérêt qui l'oppose à autrui. Bref, ce nouveau système pourra parfaitement avoir pour devise liberté, égalité, fraternité, tandis qu'avec le système actuel, revendiquer ces trois valeurs ne peut évidemment que relever de la provocation. On ferait passer, comme je vous l'avais promis, si vous vous souvenez, l'idéal proclamé lors de la Révolution française dans la réalité. Qu'en est-il aussi d'ailleurs d'autres droits comme le droit de ne pas avoir faim ni d'avoir froid, vous savez, l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Eh bien là aussi, évidemment, par construction, on l'a vu, ça passerait dans la réalité. Alors certains pourraient pinailler en disant oui, mais est-ce qu'on arrivera à nourrir tout le monde, tous les gens sur Terre, tout ça? Disons que ce serait plus qu'un problème technique. Mais il est facile à résoudre. La réponse à la question, bah oui, il n'y aura aucun mal. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on produit déjà plus de nourriture que ce qui suffirait à nourrir tout le monde. Aujourd'hui déjà, puisque vous savez qu'on jette le tiers de la nourriture, tandis que seulement, si j'ose dire, 1/7 de la population ne mange pas à sa faim. Donc le calcul est vite fait. Oui, on peut. Oui, le droit à la tranquillité aussi. Si vous vous souvenez... formidable, personne ne chercherait à nous vendre des trucs, plus de publicité, imaginez les conséquences. Les gens consommeraient donc du coup sur la base de leur véritable désir sans être manipulés, ce qui peut être intéressant aussi, déjà du point de vue de la liberté. Et s'en serait fini aussi de toutes ces guéguerres causées, ou en tout cas aggravées par la compétition économique, en particulier entre groupes humains, si vous vous rappelez, la Shoah, tout ça. Donc voilà, c'était donc ma petite proposition pour supprimer le problème du chômage, qui règle d'ailleurs, vous aurez remarqué, en passant quelques autres problèmes, les conflits, la destruction de l'environnement, l'essentiel de la criminalité, de l'oppression. Bon, tout ça, n'exagérons rien, mais quand même.
Au point que certains pourraient être même intéressés, du coup, par une introduction de tout ça dans le monde réel, qui est d'ailleurs, je rappelle, ce que nous avions entrepris d'explorer, hein, le monde réel. Donc pourquoi pas aller jusqu'au bout, hein, parce que jusqu'ici, je n'ai fait que parler. C'est nécessaire, hein, dans ce cas-là, mais comme chacun sait, ce n'est pas suffisant. Et donc, pour réaliser ce passage dans le monde réel, eh bien, vous voyez, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant? C'est mettre en œuvre un programme, enfin, faire un certain nombre de choses pour passer, sans doute progressivement, bien sûr, hein, du système actuel au nouveau. Pour ceux, bien sûr, qui seraient intéressés, donc, de bénéficier de toutes ces améliorations en termes de sécurité, de bien-être, de liberté, de rapports plus harmonieux, ou dotés d'un minimum de compassion par rapport à tous les gens qui souffrent à cause du système actuel. Hein. Bon. Alors, première chose, vu que la mise en place de ce système par une avant-garde éclairée est évidemment exclue, puisque cela nécessiterait, je rappelle, la mise en place d'une structure pyramidale avec tous les dérives qu'on a vues, hein, tyrannie, tout ça. Vu qu'il s'agit d'un projet collectif, d'autant plus profitable que l'on sera nombreux à y participer, je vous rappelle, l'économie d'échelle, mais aussi ayant d'autant plus de chances de se réaliser que nous serons nombreux à y souscrire, eh bien, une première tâche s'impose. Diffuser et expliquer ce projet au plus grand nombre possible. Donc là, très concrètement, voici une action que chacun d'entre vous peut mettre en œuvre dès aujourd'hui, en partageant une vidéo, par exemple. Hein, il y a plein de trucs pour ça, Facebook, YouTube, hein, voilà. Ou en essayant vous-même, si vous parvenez à expliquer les choses mieux que moi, hein, évidemment. Et vous voyez que grâce au phénomène de réaction en chaîne, là, eh bien, ça peut aller très vite, hein, pas de problème, hein, pour que tout le monde soit au courant, à la condition, bien sûr, que quiconque reçoit partage. Bon, ceci est encore de l'ordre de la parole, me direz-vous, mais bon, même si elle est nécessaire. Et bien ensuite aussi, toujours à l'échelle strictement personnelle pour l'instant, et donc immédiate, eh bien quelque chose que chacun d'entre vous peut faire, eh bien c'est pratiquer, s'entraîner à pratiquer la démarche rationnelle, puisqu'on a vu que c'était nécessaire tout ça, hein, pour le bon fonctionnement donc, de Lucratie. Et en particulier, parce que c'est pas en faisant des maths et de la science, là on est très fort déjà, les jeux d'échecs on est champion, hein. Là où c'est nécessaire, c'est dans les domaines justement politiques, tout ça. Et là il y a du boulot, hein, je peux vous dire, hein. Par exemple, vous pouvez vous amuser à débusquer les raisonnements fallacieux et approximatifs, hein. Alors on peut aussi, autre chose qui peut être faite à échelle individuelle, c'est la poursuite de l'objectif commun. Ça peut paraître curieux, mais ça correspond à une éthique de vie, la recherche du plus grand bonheur équitable possible, qui serait fondée sur la solidarité et la compassion, qui ne relève pas d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, forcément de la sainteté, hein, vu que, vous voyez, déjà pour accroître le bonheur dans le monde, il est judicieux de commencer par soi-même. Vous voyez que c'est donc là une façon de donner un sens à sa vie, peut-être un peu plus intelligente que de suivre aveuglément les préceptes de tel ou tel gourou du haut Moyen-Âge ou que sais-je. Bon. Une façon d'harmoniser son existence qui présente l'avantage là de l'harmoniser avec celle de tous les autres potentiellement éthiques que l'on pourra donc appeler du coup, vous voyez, l'harmonisme rationnel. Voilà. Bon. Autre travail qui peut être fait aisément par tous ceux qui en auraient donc les compétences, qui ne seraient pas forcément versés dans la communication et à l'échelle individuelle. Si vous vous rappelez, l'algorithme pour l'économie lucratique, vous savez, pour calculer la répartition optimale des peines et des gains, eh bien, amis geeks, hein, programmeurs, eh bien, vous avez là l'occasion de programmer utile plutôt que nuisible, hein, en alimentant le divertissement ou le capitalisme, voire les deux. Donc, ne vous gênez pas, on a besoin, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, avant d'étendre ce système à la Terre entière, on va évidemment commencer par l'appliquer à petite échelle, et ça peut se faire, c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est donc c'est pas une utopie complètement déconnectée de la réalité, c'est quelque chose auquel on peut accéder progressivement sans problème. Hein. Donc ce serait intéressant d'expérimenter, de commencer par faire des expérimentations locales pour, vous voyez, peaufiner, pour être sûr que ça fonctionne mieux avant de généraliser. Donc, par exemple, si vous parvenez à convaincre tous vos voisins, bah, pourquoi pas une expérimentation à l'échelle d'un quartier, voire d'une commune. Autre chose aussi, dans la série Allons-y progressivement, on peut expérimenter localement, mais aussi partiellement, hein, certains aspects de Lucratie. Et il y a un cas d'ailleurs où Lucratie est particulièrement bien adaptée, c'est pour une association, puisque cette structure est fondée sur un but commun, je rappelle ce qu'on appelle l'objet de l'association. Donc pitié,
Ne reproduisez pas bêtement au sein de vos associations le système d'oligarchie élective en élisant un conseil d'administration, un président, tout ça. Enfin non, vous voyez. Alors bon, pour ceux qui auraient besoin d'argent, je crois qu'il y en a quelques-uns, eh bien, puisqu'évidemment, le bénévolat, ça ne suffit pas, eh bien pourquoi ne pas former des entreprises ou rejoindre des entreprises fonctionnant en interne de façon lucratique? Ce seraient des sortes de coopératives ouvrières, en attendant bien sûr une économie complètement lucratique, c'est déjà ça. Alors il est clair que le besoin va se faire sentir de faire évoluer la législation, si on fait ce genre de choses, vous voyez, qui n'est pas spécialement adaptée, donc à lucratie. Et là, on n'a pas trop le choix pour ça. Ça passe par le système d'oligarchie élective, ce qu'on appelle vulgairement la politique au sens strict. Ce qui est tout de même quand même ce qu'on a de plus démocratique actuellement, comparé au domaine économique, où là c'est la plutocratie qui est, je rappelle, un pouvoir absolu héréditaire. Bon. Et donc chacun pourra ainsi utiliser son bulletin de vote en favorisant des candidats qui feraient déjà des choses dans le sens de lucratie, comme plus de transparence dans les prises de décision collectives, la mise en place de jurys décisionnaires, avec possibilité de révocation des élus aussi en cas de promesses non tenues. Ça serait sympa comme genre de choses. C'est un élu de promesse, ça, ce genre de choses, ça va dans le bon sens, je trouve. Également de favoriser des candidats qui seraient favorables, ou du moins pas trop défavorables, prenez les moins pires évidemment, à des alternatives au système marchand. Et un exemple auquel on ne pense pas forcément d'ailleurs, d'idée comme ça, de l'alternative au système marchand, si vous vous rappelez le RSA dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, eh bien au lieu de le conditionner à la recherche active d'un emploi d'esclave, pourquoi ne pas le conditionner à l'exercice d'une activité utile à la société, comme du bénévolat par exemple? Je rappelle, sans qu'il y ait en plus l'obligation de rechercher un emploi d'esclave, à la place. Et donc ce serait intéressant, parce que d'abord ce serait des activités utiles à la société, donc en soi ce serait un bénéfice, mais aussi les activités utiles ne manquent pas, donc pas de problème. Et vous voyez qu'on introduirait ainsi, c'est ça l'intérêt que je vois, une nouvelle économie en parallèle avec l'économie marchande, abolissant d'ailleurs au passage l'obligation d'esclavage, mine de rien. Parce que notez bien que tout ce qui existe aujourd'hui, qui peut sembler un peu alternatif à l'économie marchande, comme le secteur public, associatif, ce qu'on appelle des fois l'économie sociale et solidaire, tout ça est en fait, globalement, en tout cas, au service du secteur marchand. Je parle donc là de quelque chose qui serait vraiment fondamentalement différent, réellement une autre économie. Également, vous voyez que ça amènerait les gens à s'interroger sur la notion d'utilité, ce qui est rien que ça déjà en soi, je trouve très intéressant. Alors bien sûr, à terme, la mise en place de lucratie impliquerait l'autodissolution du gouvernement. Et on peut donc douter de cette éventualité si les gouvernants sont des gens ayant tout fait pour parvenir à cette position. Cette éventualité serait plus probable, en tout cas, c'est clair, s'ils étaient issus d'un parti portant précisément le projet lucratique, voire fonctionnement lui-même selon les principes de lucratie, d'où l'idée d'un tel parti aussi, qui au passage porterait une vision d'avenir à la fois radicale et réaliste, et également d'ailleurs parlerait autre chose que la langue de bois, chose qui manque, il me semble, tout ça, pas mal en politique actuellement. Donc voilà, on aurait donc un parti donc là vraiment différent, alors que, évidemment, actuellement, bien sûr, tous les politiques vous disent qu'ils sont différents, mais ils le disent, seulement. Tout l'important, c'est évidemment de ne pas croire ce qu'on nous dit, mais ce que l'on voit, bref, de sortir, si vous vous rappelez un peu, de la Matrix. Et à propos de sortir de la Matrix, encore autre chose que chacun peut faire dès aujourd'hui. Rappelons-nous que la Matrix se situe au niveau du langage. Or, le langage, c'est nous qui le créons. Les dictionnaires ne font qu'inventorier l'usage a posteriori. Donc, cessons déjà de véhiculer la novlangue. Utilisons le bon mot pour désigner chaque chose. Ne parlons plus d'emploi ni de travail pour désigner l'esclavage obligatoire ou l'asservissement vénal si vous préférez. Ne parlons plus d'entreprise pour désigner une entreprise d'asservissement, puisque je rappelle qu'il s'agit de se soumettre à des clients en soumettant d'éventuels salariés. Ne parlons plus de population active pour désigner la population asservie, marchandisée, comme si l'autre partie de la population était inactive. Les parents au foyer qui font leur ménage, qui élèvent leurs enfants, les enfants qui étudient, les retraités qui font du bénévolat, inactifs. Il me semble que non seulement ils sont actifs, mais ils sont utiles en plus. Il faut arrêter de les insulter quand même. Bon.
Et alors la question rituelle, vous savez, que fais-tu dans la vie? Répondez, sur mon temps d'esclavage obligatoire, tu vas dire, parce que tu sais, ce n'est pas forcément la façon la plus pertinente pour se définir. Oh, hein, oui, pour se réaliser. Oh, hein. Et alors faisons en sorte que la forme des mots se rapporte à leur contenu. Ne parlons plus de démocratie pour désigner l'oligarchie élective, puisque ce n'est pas le peuple qui prend les décisions directement, il ne fait qu'intervenir dans le choix des gens qui vont le faire. Ne parlons plus aussi de libéralisme pour désigner l'économie marchande. Comment quand même peut-on réduire au concept de liberté un système d'esclavage obligatoire, je rappelle, pour la plupart des gens. Et même économie de marché, moi je trouve ça gentil. Hein. Oui, si on fait penser à un panier d'échalotes, là, enfin bon. Ce qui caractérise surtout cette économie, c'est la nécessité de se soumettre pour pouvoir soumettre ensuite, donc en tant que client. Économie sadomaso, ce serait pas mal. Voilà, je lance l'idée. Dénonçons également les détournements du langage qui amènent souvent à supprimer des sens fort utiles. Par exemple, celui qui correspond au fait de s'attaquer aux causes des problèmes, plutôt que de se contenter d'agir sur les symptômes, ce qui n'est pas toujours très efficace sur le long terme et souvent entraîne des effets secondaires gênants. Or, il y a un mot pour ça qui est sur le point d'être un peu galvaudé, c'est le mot radical, du latin radix, racine, hein, les racines c'est la cause, donc. Et en effet, vous avez peut-être remarqué ça, hein, de plus en plus, ce mot est employé, parce qu'on ne fait pas gaffe, on n'est pas assez soigneux, et il faut l'être, je pense, comme un vague synonyme d'extrémiste, voire de violent. Ne parlons donc plus d'islam radical, hein, mais d'islam violent, belliqueux, car c'est bien là le problème, sa violence, et non pas... D'ailleurs, il n'est même pas radical, en plus, cet islam. Au contraire, la violence, la répression, la vengeance, la désignation d'un ennemi, donc ce serait l'Occident, j'imagine, sont des comportements primitifs qui ne règlent pas, évidemment, les problèmes sur le fond. C'est le moindre que l'on puisse dire. Ainsi, personne ne s'est donc radicalisé en prison, certains ayant peut-être été endoctrinés, fanatisés. Vous voyez, les mots existent. Alors en fait, personne, pas tout à fait, si. Nelson Mandela, lorsqu'il a entrepris de comprendre le point de vue de ses gardiens afrikaners en communiquant avec eux. On peut dire que là, il s'est radicalisé, puisqu'ainsi, ça lui a permis de remonter plus loin dans les causes du problème qu'il combattait, donc l'apartheid. Et à propos de communiquer, étymologiquement, ce mot signifie, vous savez peut-être, mettre en commun. Or, c'est là une chose très utile aussi que les personnes intéressées donc, par ce projet peuvent faire dès aujourd'hui. Hein. Mettre en commun leurs idées, leurs expériences, des informations utiles, de façon, donc, évidemment, à mieux s'organiser et ainsi gagner en efficacité, parce que ça, on va en avoir besoin, hein, d'efficacité, de tout le boulot qu'il y a. Hein. Il est nécessaire aussi de se compter, d'être mutuellement joignables, sinon, évidemment, rien ne se fera. Et pour ça, alors, info utile que je communique, vous voyez, mise en pratique, eh bien, un site internet existe, ukratio.org, ce qui signifie Ukratie en espéranto, tout simplement, site sur lequel chacun peut s'inscrire, donc, pour qu'il y ait un contact mutuel possible. Hein, dire ce qu'il peut faire aussi pour aider, indiquer donc ses compétences, ses goûts, vous voyez que c'est déjà de l'économie pratique en fonctionnement, mine de rien, on ne perd pas de temps. Bref, comme vous le voyez, les actions possibles allant dans le sens de la mise en place de cette société plus juste, durable et fraternelle ne manquent pas. Chacun peut faire sa part, aussi minime soit-elle. Pas d'excuses donc, désolé. Et c'est important parce que nous avons vu que ce projet doit se fonder sur l'adhésion active du plus grand nombre possible. Il faut cesser d'attendre que ça vienne des autres, hein, d'en haut. Bref, d'avoir une attitude d'esclave. Et à ce propos, je ne résiste pas à la tentation de rappeler la réponse de Morpheus dans le film Matrix, lorsque, après avoir dit, vous savez, la matrice est le monde que l'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité, Néo, lui, demande tout naturellement. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Pas mal, quand même. Hein. Alors, je rappelle qu'on a entrepris d'explorer la réalité et qu'on a découvert qu'on était pratiquement tous obligés d'être esclaves. Et ça fait penser à des choses. Bon,
Cela dit, il a dit comme tous les autres, tu es enchaîné. Donc il ne parle pas ici, à proprement parler, de l'esclavage économique, puisque nous avons vu que certains donc, en étaient dispensés, hein, une minorité de capitalistes. Il parle ici bien plutôt, je pense, de chaînes qui ont été implantées dans notre cerveau et qui s'opposent à notre libération, en particulier donc économique. Mais chaînes dont nous pouvons nous libérer par un travail sur nous-mêmes, ce qui est en l'occurrence une action radicale. Chaîne qui s'appelle conformisme. Il y a une forte tendance à se ranger dans ce qui est majoritaire, perçu a priori comme normal, du point de vue minoritaire, étant dans le meilleur des cas d'ailleurs perçu comme pas sérieux. Pourtant le sérieux devrait être du côté de la rationalité, pas du mouvement de foule. On va aussi d'ailleurs à ce sujet le terme extrémisme, qui si l'on y réfléchit un peu ne devrait pas être péjoratif. Ce n'est pas parce que des abrutis violents se livrent en effet souvent à des solutions extrêmes, il ne faut pas faire l'amalgame, que la réciproque est vraie. Toute solution extrême n'est pas forcément stupide ou violente. La meilleure solution en fait, sa détermination est à faire au cas par cas bien évidemment, et des fois elle peut être au milieu, des fois elle peut être aux extrémités, mais ce qui est stupide c'est évidemment de faire des généralités. Chaîne qui s'appelle défaitisme. À la moindre difficulté, au moindre échec, on l'abandonne, hein, c'est pas possible, regardez, ça ne marche pas, hein, c'est comme ces gens qui se gaussaient des premiers essais infructueux des pionniers de l'aviation, ça ne marchera jamais, et effectivement ça n'a pas marché puisque ça a volé. Bon, bref. Chaîne qui s'appelle perfectionnisme. À la moindre imperfection, toute proposition nouvelle est rejetée. Pas bien, quelle horreur. Vu que la perfection n'est pas de ce monde, on ne fait rien, vous voyez. Hein. Le problème, c'est que le système actuel, lui, alors il est très loin pourtant d'être parfait. Hein. L'attitude rationnelle consiste évidemment à regarder si c'est mieux, pas si c'est parfait. Chaîne qui s'appelle paranoïa. Ils ne vont pas nous laisser faire. Donc effectivement, à quoi bon se fatiguer, hein. À moins, alors c'est une variante aussi de la paranoïa, ça, que l'on ne considère toute idée nouvelle comme forcément tramée par quelque obscure officine complotiste. Vous voyez que la paranoïa, d'une façon générale, c'est la peur, et la peur, elle ne fait pas agir, donc elle sert en fait ceux qui voudraient évidemment conserver le système actuel. Chaîne qui s'appelle lâcheté. Alors c'est bien votre truc, mais alors j'attends de voir si ça fonctionne. Hein. Eh bien que si tout le monde attend que d'autres commencent, on risque d'attendre longtemps, là aussi. Hein. Alors une forme de lâcheté aussi, c'est la paresse. Rester passif, c'est vrai, c'est tellement reposant, hein, il faut bien reconnaître. Et alors surtout, il y a tellement de sources de divertissement, hein, le pain et les jeux, et oui, il faut faire un effort un petit peu des fois. C'est tellement facile aussi de ne pas faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est plus facile aussi souvent de trouver des excuses aussi, hein, de se contenter des idées. J'ai la solution, c'est bon, ça va, très bien. Hein. De reporter au lendemain, hein, ce que l'on pourrait faire tout de suite, hein, ce qu'on appelle, vous savez, la procrastination. Pourtant, j'ai la solution, hein, si ça vous intéresse pour la procrastination, c'est très simple. Hein. Si vous voyez qu'il n'y a pas de raison de reporter, parce que ça peut arriver, effectivement, eh bien, faites-le tout de suite. Voilà, simple. Donc oui, il faut se réveiller et se lever pour accéder à la réalité et être plus en harmonie avec soi-même. Et pour ça, eh bien, combattre aussi, effectivement, cette idée fausse que le travail serait pénible. Il faut l'éliminer, travailler et se bouger pour retrouver, bien sûr, la vitalité qui est en nous.